Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? 16 juillet. Nous profitons du passage du Tour de France à Haute-Rive pour passer une dernière journée en famille, avant de nous engager sur la route des Alpes, direction Bavière et Autriche. Les enfants découvrent le passage de la caravane publicitaire et ses trésors inutiles. Après un pique-nique 4 étoiles sur les pelouses au bord de la Galore, nous attendons les coureurs. Le bourdonnement des motos et des voitures qui devancent la course. Les klaxons de plus en plus fréquents. Le son vrombissant des hélicoptères de la télévision. Des gens qui se massent au plus près de la route dans un état d'excitation grandissant. Et enfin, au bout d'une longue attente, un long serpent kaléidoscopique qui débouche d'un angle et défile sous les cris d'encouragement et les applaudissements nourris des spectateurs. C'est devant le palais du facteur Cheval que l'on se quitte, que l'on dit au revoir aux cousins, aux cousines et aux grands-parents, que l'on entame notre voyage. Prenons la route. Les lumières d'un soir d'été nous accompagnent dans la vallée du Rhône, direction le Jura. Après Oyonnax-la-Blanche, nous entrons dans le massif pour poser notre caravane sur le dernier emplacement libre du camping Le Martinet à Saint-Claude. Pour ce premier soir, Luna décide de tester immédiatement sa nouvelle tente 2 secondes. C'est parti pour la grande traversée du Jura. Les paysages sont magnifiques, les forêts denses alternent avec les vallées. Nous passons devant le beau site de l'abbaye en Grand Vaux, les tremplins de la Chaux-Neuve et Moutz. Les fruitières à compter sont partout. Nous nous arrêtons dans l'une d'elles pour préparer le pique-nique de midi. Nous faisons une halte au magnifique lac de Saint-Pons où les enfants en profitent pour patauger. Après Pontarlier, nous traversons les très belles gorges du Doubs. Puis vient Morteau, posé sur son plateau verdoyant. Bientôt, nous rejoignons Montbéliard et dégringolons du haut plateau du Jura pour rejoindre l'autoroute Belfort-Mulhouse. Nous arrivons en Allemagne en traversant le Rhin. Nous remontons le fleuve jusqu'à Rust où se situe Europa Park, l'un des plus grands parcs d'attractions européens. Nous installons notre caravane dans le camping à 2 pas de l'entrée du parc. En arrière-plan, on entend les cris des jeunes gens hurlant sur un impressionnant grand 8. Il y a de l'excitation dans l'air. Ivan, ce soir, décide d'utiliser la seconde toile de tente, nous laissant la caravane pour nous seuls. Une journée à Europa Park, c'était la récompense pour les enfants d'une très bonne année scolaire. Mais pour en venir à bout, et encore, il a fallu rester un jour de plus pour notre plus grand plaisir. Fondé en 1975 par la famille Mack, le parc propose des quartiers européens recréant avec minutie les ambiances de chaque pays représenté. 14 pavillons en tout, autant que le nombre de montagnes russes, dont certaines parmi les plus spectaculaires du continent. Le parc dispose aussi de manèges plus classiques, adaptés aux plus jeunes enfants. Le tout dans un décor où les moindres détails sont soignés, jusque dans les toilettes. Ivan navigue entre excitation et grosses bouffées de peur devant certains manèges.
Luna, elle, s'accommode parfaitement de ses montées d'adrénaline. Elle fait le tour des grands musts, sauf le Silver Star qui lui est interdit pour quelques centimètres. Nous avons passé 2 superbes journées et sommes fin prêts pour poursuivre le voyage. Nous digérons nos émotions en reprenant la route. Après la traversée de Fribourg, nous grimpons sur les hauteurs de la Forêt Noire. Nous longeons le très beau lac de Titissi. Bientôt, au sud, la grande chaîne alpine laisse deviner ses sommets encore enneigés. Nous sortons de ces décors bucoliques pour entrer en Suisse alémanique. À la sortie de Schaffhaus, le Rhin jusqu'ici bien tranquille décide de faire un joli saut de l'ange. Sur 23 mètres de haut et 150 de large, le fleuve s'ébroue dans un concert assourdissant. En été, le débit atteint 600 mètres cubes seconde. Le site est vraiment spectaculaire. Toute cette eau, ça donne envie de faire pipi. Le lac de Constance, ou Bodensee en allemand, est l'un des plus grands lacs européens, une sorte de mer intérieure que se partagent la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Nous posons notre caravane sur l'Untersee, côté allemand. Mais il n'est pas encore 20 heures et le camping est fermé. Un autre plus loin l'est également. Nous devons donc nous résigner à déplier la caravane sur les pelouses du parking. Nous ferons le check-in demain matin à l'ouverture. Nous sommes officiellement installés dans ce joli camping au bord du lac, avec sa petite plage à la pelouse impeccable, dont nous ne pouvons pas profiter très longtemps. Le ciel vire rapidement au gris, l'orage d'été éclate. La grêle surprend même le balai élégant des cygnes et celui des voiliers écoles. Nous sommes contraints de retourner à l'abri. Nous profitons d'une belle éclaircie pour aller faire une petite balade à vélo avec les enfants. Nous roulons une petite dizaine de kilomètres jusqu'au petit port de Wangen à travers les vergers. Les maisons à colombage nous donnent cette petite dose de dépaysement. Les enfants se débrouillent bien avec leur monture. Luna parvient même à gravir sans poser pied à terre un mur à 12%. Ivan se familiarise avec son vélo sans roulette. Et ce n'est pas si facile. Nous réussissons tout de même à nous baigner sous un ciel qui s'assombrit énormément, laissant présager une nuit bien agitée. Je profite des éclaircies matinales pour faire une trentaine de kilomètres en VTT. Les collines qui s'élèvent au-dessus de la partie la plus étroite de l'Untersee sont un très beau terrain de jeu, entre forêts épaisses, champs cultivés, fermes massives et villages bucoliques. Les chemins m'emmènent jusqu'à Stein-sur-le-Rhin, en territoire suisse. En route pour Stein, nous nous arrêtons dans une ferme maraîchère pour acheter quelques produits locaux. Cerises, framboises, myrtilles, groseilles appétissantes ornent les étals. Il faut dire que les coteaux, exposés plein sud, sont entièrement colonisés par les arbres fruitiers et les fermes bio. Stein est un petit village médiéval merveilleusement bien conservé, dans son écrin de vignobles gravissant les collines. Bâti à l'endroit stratégique où le Rhin s'échappe du lac, son centre ancien avec ses maisons à colombage et ses façades peintes témoigne de sa richesse passée. Malheureusement, la pluie va nous accompagner durant toute la visite. La ville de Constance se déploie de part et d'autre du Rhin. Les rues piétonnes, les immeubles à pans de bois et aux couleurs pastel, les fresques qui les décorent font de l'Alstadt, la vieille ville, une cité pittoresque. Sa sympathique agitation, les promenades au bord du lac, sa marina,
ces quais d'où partent les navettes parcourant le lac lui donnent également un petit air de port méditerranéen non dénué de charme. Entre 1414 et 1418, les dignitaires de la chrétienté, divisés entre Rome et Avignon lors du Grand Schisme, furent réunis dans la ville afin de trouver un accord autour d'un pape commun et mettre un terme à l'interminable querelle des investitures entre Guelfes et Gibelins. Sur le port, les bordels accueillaient les mœurs dégradées de la noblesse et du clergé. Aujourd'hui, la statue d'une prostituée s'élève au-dessus des eaux et de la morale. Elle représente Imperia, qui tient dans ses mains, au sens propre comme au figuré, deux bouffons nus, l'empereur et le pape, dont on prétend qu'elle fut la double maîtresse. Tout un symbole. Après cette agréable balade dans la ville, il est temps pour nous de retourner au camping pour préparer le repas du soir. Nous poursuivons notre voyage en longeant la côte nord du lac. Les vignes plongent en pente douce vers le Bodensee. C'est tout au bout du lac de Constance, à Bregenz, que démarre la mythique Dutch Alpenstrasse, qui sera un peu notre fil rouge du voyage. La route ondule entre les collines d'un vert éclatant, contourne des forêts de conifères, longe des lacs de montagne et traverse quelques villages avec leurs clochers à bulbes. De Maussade, le temps devient carrément mauvais lorsque nous rentrons en Autriche du côté de l'Oberjoch Pass. Les sommets aigus se défilent derrière des masses sombres de nuages. Un terrible orage éclate quand nous longeons un petit lac. Il se dilue dans ce paysage de fin du monde où le ciel et l'eau semblent ne faire qu'un. Nous atteignons notre point de chute en début d'après-midi. Le camping est situé au bord du Etterwanger See, un lac entouré de son décor alpin. Le ciel est un peu plus clément, nous permettant de monter notre campement au sec. La tonnelle, achetée la veille du départ, nous sera bien utile. Elle abritera les 2 tentes solo des enfants, les protégeant des intempéries. C'est le minimum. Des trombes d'eau s'abattent sur le camping en début de soirée, inondant abondamment notre emplacement. Les Alpes nous souhaitent la bienvenue. Cette micro-région du Tyrol, à cheval sur la frontière austro-allemande, est un camp de base idéal pour visiter la région. Les massifs voisins proposent une multitude de balades, de la plus familiale au plus spectaculaire. Les petites stations déclinent leur activité estivale autour de leur remontée mécanique. Randonnée, vélo électrique, bike park, luge d'été, parapente, il y en a pour tous les goûts. Au petit matin, le soleil radieux dévoile enfin la beauté des paysages. Sur le lac, l'humidité s'évapore en petits nuages. La forêt semble comme respirer. Nous sortons les vélos et partons pour une petite balade d'une vingtaine de kilomètres. Nous longeons le lac sur un large chemin qui se transforme rapidement en un sentier. Ivan s'en sort très bien malgré les racines et les cailloux qui rendent le pilotage difficile. Luna cavale devant. Pour éviter la circulation, nous empruntons un petit sentier qui plonge dans un canyon. Nous avons dû porter un petit peu les vélos, mais le paysage était fantastique. Après le village de Reut, nous allons visiter la Highline 179. C'est un pont suspendu à 115 mètres de haut qui relie 2 vieux forts militaires, sur 406 mètres de longueur. La passerelle métallique vibre, le vent fait siffler les énormes câbles qui la supportent. Certains n'emmènent pas large. « 25 juillet. Le lendemain de l'anniversaire de mon frère Daniel, mon tour en vélo est tout trouvé. Je vais faire le tour du massif du Daniel. Il alterne entre sous-bois et prairies. Autour des petits centres anciens, aux maisons recouvertes de géranium, des petites granges en bois parsèment le paysage. Le parcours pénètre pendant quelques kilomètres en Allemagne, où un formidable orage m'accueille du côté du Plansee.
suis pas le seul cycliste à braver la tempête. J'arrive au camping littéralement détrempé, mais le temps est déjà en train de changer. Parmi les châteaux de Louis II de Bavière, celui de Linderhof n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il est celui que le fantasque roi bavarois a réellement habité. Le château, de taille plutôt modeste, ne laisse pas deviner le foisonnement rococo qui saisit le visiteur à l'intérieur. Louis II était un fervent admirateur du roi Louis XIV. Il a fait installer un décorum tout à la gloire du monarque français, clonant le cadre de vie de la cour versaillaise. La grotte de Vénus, entièrement artificielle, devait être le lieu de concert de Wagner, dont Louis II était le mécène. Au cœur des jardins, un kiosque mauresque a de quoi surprendre au milieu de ce site alpin. Pavillon de l'exposition universelle parisienne, Louis II le racheta pour l'installer ici. L'intérieur est somptueusement décoré à la manière orientale. Ce lieu avec ce parc enchanteur nous montre une partie du caractère singulier de cet homme, dont la passion pour les arts était bien supérieure à ses obligations politiques. Avant de retourner au camping, nous faisons un petit détour par Aubert-Mergot, réputé pour ses nombreuses maisons aux façades peintes, comme ici avec le petit chaperon rouge. Toujours un temps menaçant ce matin, gris, peu engageant. Peu importe, nous partons pour une randonnée au-dessus d'Erwald. Les randonnées tyroliennes démarrent réellement au sommet des remontées mécaniques. Nous nous mettons au diapason des Autrichiens et embarquons dans l'ébène. À 1500 mètres d'altitude, nous prenons la direction du Siebensi, un lac de montagne blotti dans un magnifique cirque hérissé de pics acérés. La marche est assez facile, il n'y a pas de fort dénivelé, certains la font même à vélo. C'est une belle randonnée familiale. Nous avons même pu apercevoir des chamois aux jumelles. Les sommets jouent à cache-cache avec les nuages. Et si le Zugspitze, le toit de l'Allemagne avec ses 2962 mètres, tarde à nous montrer le bout de son nez, des rayons bienveillants permettent de nous dévoiler un paysage minéral de toute beauté. Autour du lac, des vaches un peu insistantes viennent nous quémander notre pique-nique. Finalement, le temps aura été de notre côté. Nous rejoignons la voiture juste avant que l'orage quotidien n'éclate. Et pendant la pause goûter dans un restaurant d'altitude, une belle éclaircie vient montrer la face sud du Zugspitze, qui finit enfin par nous dévoiler ses parois verticales et toute sa masse écrasante. Encore un réveil sous les nuages. Je laisse tout le monde dormir et j'emprunte mon vélo en direction de Imst. Je roule sur les traces de la Via Claudio Augusta, l'ancienne voie romaine qui reliait l'Adriatique au Danube. L'itinéraire emprunte le Fernpass. À partir d'ici, le sentier dégringole vers la haute vallée de l'île. Je retrouve Sophie et les enfants devant l'Alpine Coaster, la plus longue luge d'été des Alpes. 3,5 km pour 500 mètres de dénivelé, les frissons sont garantis. Comme il s'est remis à pleuvoir, nous décidons d'aller visiter les châteaux de Louis II de Bavière, de l'autre côté de la frontière. Sur la route, nous nous arrêtons à la Weiskirche, un chef-d'œuvre du rococo allemand.
On peut être surpris par ce foisonnement baroque. Stucs, colonnades marbrées, dorures, orgues enluminés, statues drapées, fresques aux couleurs vives. Mais l'ensemble affiche un subtil équilibre, comme cette formidable coupole et sa porte symbolique vers l'au-delà. Un rideau de pluie s'avance cette fin d'après-midi sur la Bavière. L'orage est violent, le vent fouette les vitres de la voiture. La pluie cesse, le soleil revient, et comme par magie, un arc-en-ciel entoure le château. En plus, ça s'est passé pile poil au moment où maman disait oh, mais imaginez qu'il y a un arc-en-ciel qui passe au-dessus. Ça ferait comme dans Walt Disney. Et puis, au moment où elle l'a dit, j'ai dit ah, arc-en-ciel! Nous passons la soirée à Fussen, une petite cité médiévale pleine de charme, où il fait bon se balader dans ses ruelles piétonnes. Après avoir mangé dans un restaurant quelques spécialités locales, nous nous baladons un peu dans la ville. Il est déjà tard quand nous regagnons le camping. Aujourd'hui, nous allons changer de camp de base. Nous nous dirigeons à une centaine de kilomètres à l'est du Tyrol pour rejoindre le Hackensee, un autre lac de montagne. Le temps ensoleillé du matin nous permet de plier sans trop de difficulté tout notre barda. Situé à 1000 mètres d'altitude, avec ses 10 km de long, dominé par des sommets de plus de 2000 mètres, l'Hackensee a des allures de fjord. Nous montons notre campement sur une pelouse toute britannique au Sea Camping Wimmer. Nous avons juste le temps de monter notre campement que le mauvais temps revient. De l'autre côté du lac, à Pertisseau, 2 routes à péage s'infiltrent au cœur des montagnes, remontant 2 vallées étroites. Nous sommes dans le massif des Carwandel, dont pas moins de 125 sommets dépassent les 2000 mètres et qui donnent naissance à Lynn et à Lizard. C'est une sorte de forteresse minérale. Les parois calcaires sont vertigineuses, les à-pics fabuleux, et l'ambiance orageuse ne donne pas très envie de manquer de respect à cette montagne. Il faudra trouver la bonne fenêtre pour randonner avec les enfants. Pour le moment, après avoir aperçu des chamois dans les pierriers, nous nous arrêtons contempler une petite arche de Noé où s'ébattent des daims. Et pendant ce temps-là, le ciel poursuit son déluge. Si la matinée a été particulièrement maussade, un grand coup de vent est venu balayer les nuages. Nous profitons du beau temps revenu en enfourchant les vélos pour une balade aller-retour sur la longue piste cyclable qui longe le lac. Sur le lac, les activités de plein air battent leur plein. Kitesurf, voilier, canoë, bateaux de plaisance et navettes touristiques strient les flots. Après le retour au camping, je poursuis ma balade seul. Je rejoins la vallée du Parc-Audin où se dresse un mur de 3 km qui débouche au Plumsjoch, à 1669 mètres d'altitude pour 500 mètres de dénivelé. Pas de la tarte, et je suis bien obligé de pousser mon vélo à plusieurs reprises. C'est vraiment difficile, mais la vue au sommet avec les montagnes qui se dorent des derniers rayons est une belle récompense. Tout comme ce face-à-face, les yeux dans les yeux, avec une biche. Enfin une vraie journée estivale. Nous allons en profiter pour faire une randonnée dans les Carwandel. Il faut faire un gros détour pour atteindre la vallée du Ristal, une enclave autrichienne qu'on ne peut rejoindre qu'en passant par l'Allemagne. Une route à péage s'enfonce dans le cœur des montagnes, jusqu'au petit hameau de Enghalm, un petit village à la Heidi, blotti pour l'éternité à 1200 mètres d'altitude. La grande terre des érables n'est pas étrangère à ce dépaysement alpin. Le contraste entre ces vénérables essences de plus de 500 ans et les sommets calcaires pourrait émerveiller même le plus capricieux des voyageurs. C'est à partir d'ici que démarrent les sentiers de randonnée, dans un cadre idyllique d'une beauté déconcertante. Pour gagner le refuge du Falkenhut, but de notre randonnée, les panneaux annoncent 2h30.
Pour Ivan, la mise en route est plutôt difficile. Ivan, avance, je suis ton père. Le sentier grimpe d'abord dans la forêt avant d'atteindre un premier col. La flore tapisse les sous-bois. Orchidées sauvages ou encore lys martagon ne sont pas rares. Plus haut, dans les alpages, les rhododendrons cohabitent avec les vaches. Une sente en encorbellement flirte ensuite avec le grand cirque de parois rocheuses qui partent à l'assaut du ciel. La chaîne s'étend vers le refuge. Ce sont une dizaine de sommets dépassant 2500 mètres qui se succèdent en arc de cercle. Grandiose, spectaculaire. Il suffit d'être un peu attentif pour apercevoir les chamois entre rochers et névés. Le refuge atteint, nous sommes récompensés par un excellent strudel que nous mangeons en contemplant ce panorama exceptionnel. Il y a beaucoup de vététistes. La traversée des Carvandelles étant l'un des itinéraires les plus courus du Tyrol. De retour à Engalm après une belle journée de randonnée, les enfants ont bien mérité de manger une énorme glace. Pendant ce temps-là, les paysans rentrent leurs vaches et vendent leur fromage aux touristes de passage. Il est temps pour nous de rejoindre les rives de notre lac où nous attendent les très belles lumières du soir. La météo annonce du temps maussade pour les jours à venir. Alors nous enfilons nos kawaii et partons pour une balade urbaine à Innsbruck. La ville doublement olympique, 1964 et 1976, a le cœur qui bat sur une petite colline, le Bergisel. C'est le lieu d'une bataille historique entre les indépendantistes tyroliens et l'armée de Napoléon, mais c'est surtout là que s'élève le Bergisel, le tremplin de saut à ski légendaire qui domine la ville. C'est une véritable institution pour Innsbruck. Aujourd'hui, nous avons vraiment de la chance. Quelques séances d'entraînement sont programmées, nous aurons donc l'occasion de voir sauter quelques athlètes. Gagner ici lors de la tournée des contre-tremplins fait de vous une véritable star. Et puisqu'il est l'heure du déjeuner, nous nous offrons le luxe de manger un bout dans le restaurant panoramique qui domine toute la ville. Nous visitons le Tyrol Panorama. C'est un musée dont la pièce maîtresse est une immense fresque à 360 degrés retraçant la grande bataille de Bergisel. Le centre historique d'Innsbruck est vraiment très beau, avec ses belles demeures et les nombreuses fenêtres en encorbellement, les décorations de stuc, les trompe-l'œil et les façades colorées. L'Empire austro-hongrois a laissé son empreinte partout dans la ville. Il faudrait beaucoup de temps pour visiter tous ces monuments. Et les enfants, sevrés de magasins pendant ces vacances en montagne, préfèrent se ruer dans les échoppes à souvenirs. Résultat des courses après la tournée des 17 magasins. Luna s'en tire avec un carnet, un porte-clés brillant, un dragon brillant, un crayon de papier Swarovski. Ivan se contente d'un autocollant et d'une magnette. Quant à Sophie, elle a craqué pour une bague en strass. Nous terminons la journée à Halle, à quelques kilomètres d'Innsbruck, un très joli petit bourg aux ruelles tortueuses et médiévales. Il pleut des cordes. Nous mangeons dans un bon petit restaurant. Ivan reste un peu circonspect devant sa petite pizza. Luna avale son bouillon. Sophie se régale de knuddels aux épinards. Et moi je me goinfre avec un Gürstel, un plat typiquement tyrolien. Inutile d'espérer une amélioration aujourd'hui. Toujours cette petite bruine exaspérante. Puisqu'il est impossible d'envisager une grosse balade en montagne, nous partons visiter le National Park Welten, un musée consacré à la nature et aux Alpes. Pour le rejoindre, nous passons par la mythique Kitzbühel, puis le Tornpass avant de plonger dans la vallée de la Salzach. Nous sommes au pied des Hohe Tauern, le massif autrichien au sommet les plus hauts. Mais aujourd'hui, les plus de 3000 n'ont pas envie de montrer leur visage. Ils restent couverts par les abondants nuages qui les noient dans leur brume collante. À travers les différentes salles du musée, on apprend tout sur la faune, la flore ou encore la géologie alpine. Comme souvent, la muséographie est très ludique. Les enfants s'amusent en découvrant.
Clou du musée, le Kino. C'est une salle de cinéma à 360 degrés. Une vidéo panoramique est projetée sur la toile, elle nous transporte dans le paysage environnant au fil des saisons. Une vraie réussite. En amont se trouve l'une des grandes attractions naturelles de l'Autriche, les cascades de Krimmel. Ce sont les plus hautes d'Europe. Elles dévalent la montagne d'une hauteur de 380 mètres sur 3 niveaux. Un spectacle impressionnant. Un sentier aménagé et immanquablement très fréquenté remonte le cours d'eau. Plusieurs terrasses permettent d'admirer la puissance de la nature. Le bruit est assourdissant, les embruns mouillent un peu plus le visiteur, déjà passablement humide avec le crachin. Nous suivons la route du Gerlospass pour rentrer au Bercail. Une très belle route de montagne à péage qui nous déleste encore de 9 €. Elle plonge ensuite vers la Zillertal, une superbe vallée alpine où toute chose semble définitivement à sa place. Rien n'échappe au grand ordonnancement des gens du coin. C'est un paysage serein, immuable, figé dans le temps. Pourtant, l'Autriche hésite. Au terme d'un long marathon électoral, on ne sait pas encore qui sera le président. Ce sera soit un membre du parti d'extrême droite, soit un écologiste. Une sorte de grand écart. Une journée de transit aujourd'hui pour une nouvelle destination, le Königssee. Nous traversons la frontière et bifurquons vers le sud. Ici, l'Allemagne s'enfonce un peu dans l'Autriche, formant comme une sorte d'enclave. Nous posons valises, caravanes, tonnelles, toiles de tente dans le camping de Mulleitheim à Schönau, le dernier village avant le merveilleux lac du Königssee. Sur les berges, des hangars à bateaux tout en bois donnent une touche pittoresque au paysage. Terminus de l'Alpenstrasse, Berchtesgaden est un gros bourg alpin tout à fait plaisant. On y retrouve les belles maisons peintes qui font la renommée de la Bavière, une petite place pavée, des façades colorées et même quelques arches qui rappellent un peu l'Italie. Dans l'église, comme dans un théâtre à l'italienne justement, de curieuses loggias fermées semblent faire office de moucharabie pour notables. Mais la ville est aussi renommée pour avoir abrité dans ses environs immédiats le Berghof, la résidence de Adolf Hitler. On peut avoir été le plus grand criminel de l'histoire, avoir instauré le chaos dans le monde, tout en prenant sereinement son thé face à ces montagnes millénaires. Autre édifice lié au Führer, le Nid d'Aigle, qui a été érigé au sommet d'un pic rocheux et qui domine toute la vallée. Nous préférons des activités plus sereines et nous nous attablons sur la terrasse d'un café. Sophie s'offre un spritz et moi je poursuis mon beer tour avec une franziskaner. Nous traînons un petit peu trop au camping ce matin. Résultat, quand nous arrivons sur le quai d'embarquement pour les excursions, la queue pour les billets s'étend sur tout le parvis. Nous hésitons un instant à louer une barque à rame, mais c'est très cher. Tant pis. Nous allons voir un petit point de vue et choisissons de pique-niquer sur le Hintersee, un lac du côté de Ramsau. Il est plus petit que le Königssee, mais aussi plus sauvage. Ses flots bleus et translucides inviteraient à la baignade. Mais voilà, l'eau ne doit pas dépasser les 12 degrés. Seule Luna, téméraire, ose s'y glisser. En fin d'après-midi, la foule s'est dispersée et nous pouvons faire la petite croisière sur le lac. Pour préserver la propreté et le calme, seules les navettes électriques sont autorisées sur le lac.
C'est en bateau qu'on a le meilleur aperçu de la beauté de ce fjord. L'eau vert émeraude où se reflètent les nuages blancs sont le cadre parfait de la grande tradition du romantisme allemand. Le lac, situé à 600 mètres d'altitude, encadré par des sommets minéraux, enrobé dans des forêts de sapins, s'effile sur plus de 8 km. Son point le plus profond atteint 190 mètres. Dans ses profondeurs, quelques truites de plus d'1 mètre et presque 30 kg auraient été aperçues. Le Königssee est à 16 degrés. Il est d'une telle pureté que son eau est même potable. Le bateau s'arrête devant le mur de l'écho. Un membre de l'équipage sort alors son bugle, une sorte de grosse trompette, et souffle dans l'instrument. Le petit air est répercuté sur les parois rocheuses. L'écho retentit jusqu'à 7 fois. Il faut compter une bonne heure de navigation pour rejoindre l'église de Saint-Bartholomew. Ces dômes en tavaillon de tuiles rouges luisent dans la lumière. Plus de 2000 mètres les séparent du Watzmann. Une magnifique montagne qui s'impose dans le paysage. C'est sur les rives de ce lac que la petite Romy Schneider a grandi, chez sa grand-mère. Ces acteurs de parents entretenant des rapports ambigus avec les dignitaires du régime nazi, elle rencontra même Hitler au Berghof. Son époustouflante beauté s'inscrivant parfaitement dans ce décor enchanteur. Une première montée à froid qui s'apparente à un mur sur le goudron, une dernière partie pour grosses cuisses avec des passages à plus de 25%, une vingtaine de bornes sans grand temps mort pour 1600 mètres de dénivelé. Je voulais voir ce qu'il y avait dans le ventre ces montagnes, j'ai été servi. Mais l'effort en valait la peine. Une superbe sortie qui a révélé toutes les dimensions de ces paysages bavarois. En 6 km de pente raide, la route rejoint la station intermédiaire de la télécabine du Jenner. Voilà déjà 1000 mètres de gagné sur le lac. Ensuite, la route se fait chemin qui circule pendant une dizaine de kilomètres en montagne russe, entre les chalets d'estive et les forêts profondes. Les derniers hectomètres sont une série d'épingles à cheveux. Elles semblent vouloir atteindre le ciel. Puis, comme par enchantement, la montagne se fait plus douce, se transforme en plateau. Le chemin parvient à un hameau où paissent les vaches et où se situe le refuge de Gotselmann. Le décor est grandiose. De gauche à droite, les sommets calcaires sont innombrables. Ils forment une chaîne en arc de cercle. Au fond, côté autrichien, les sommets du Hohe Tauern dépassent du cadre. Il est 10 heures. J'hésite à imiter les autres cyclistes attablés devant des pintes de bière et des saucisses, mais je me contente d'un café au lait et de barres de céréales. Apothéose d'une balade sur le Gotselmann, le point de vue imprenable sur le Königssee. Plus de 1000 mètres me séparent des toits rouges de Saint-Bartholomew et de ses rives transparentes. En face, la verticale impressionnante du Watzmann. Pour attendre la famille qui barbote dans l'eau fraîche, je me pose dans une Biergarten pour boire une pinte, juste à côté de la piste de Coupe du Monde de bobsleigh. Toute cette région alpine s'est développée autour de l'exploitation du sel. L'une des plus vieilles mines se trouve en aval de Berchtesgaden. Vêtus des tenues des mineurs, nous parcourons les galeries et les puits. Bien que le guide envoie le tour au pas de charge, on apprend comment le sel, présent depuis le retrait des océans, est extrait, traité, puis exploité. La visite est intéressante et surtout ludique, avec un petit train, un funiculaire, un radeau et surtout 2 descentes en toboggan qu'empruntaient les mineurs autrefois. Nous profitons du beau temps pour faire un tour sur la route panoramique à péage, la Rossfeldstrasse. La vue au sommet est sublime. Nous redescendons au camping après avoir enfin pu profiter d'une bonne journée sous le soleil. Ça fait du bien. Il
fait tellement mauvais aujourd'hui que nous renonçons à la visite des grottes de glace du côté de Hallein en Autriche. Nous avalons une pizza géante dans un restaurant pendant que le château de Werfen se noie dans le brouillard. Nous décidons d'aller au musée Keltheim à Hallein, le musée des Celtes. L'exploitation et le commerce du sel, véritable or blanc, a fait toute leur richesse. Ce musée moderne, installé dans un ancien bâtiment des mines locales, retrace leur histoire à travers toute une série d'objets retrouvés dans les environs. Il nous dévoile un haut degré de raffinement et de civilisation. Encore une fois, les enfants adorent la visite. C'est parfait pour une journée aussi pluvieuse. À l'extérieur, la Salzach gronde désormais. On imagine sans mal ses effets dévastateurs quand elle sort de son lit, comme cela est arrivé plusieurs fois dans le passé. Hallein, autrefois une cité importante grâce au commerce du sel, semble désormais endormie. Elle conserve quand même un joli centre ancien, avec son Altstadt aux ruelles étroites et piétonnes et quelques placettes aux immeubles baroques. Pour mettre un peu de soleil dans notre journée, nous achetons un bretzel géant au chocolat. Mais il ne connaîtra pas un grand succès auprès des enfants. Nous nous en chargerons avec Sophie. Aujourd'hui, nous allons visiter les grottes de glace du côté de Werfen en Autriche. Cette visite se mérite. Il faut d'abord emprunter un large sentier pendant une vingtaine de minutes. Il ne fait pas bien plus de 10 degrés. Le brouillard joue avec les rochers et les sapins qui s'accrochent acrobatiquement aux parois rocheuses. On arrive au départ d'un téléphérique, qui en 3 minutes nous dépose à peu près à 1500 mètres d'altitude. La balade se prolonge par une autre marche spectaculaire creusée à flanc de montagne. Voilà enfin le trou béant de la grotte. Le froid nous saisit, nous étions avertis. 0 degré à l'intérieur. Les guides nous équipent de lampes à huile et c'est parti pour la visite d'un monde souterrain unique. Ici, les concrétions sont de glace. Tout au long des 1400 marches, Ivan a tenté de les compter, le spectacle est fascinant. Une visite à surtout ne pas manquer si on se balade dans la région. Ce ne sont pas les enfants qui diront le contraire. Maintenant direction la superbe Salzbourg. Mais avant de visiter la ville, nous allons, les enfants et moi, faire un petit tour à la Maison de la Nature. C'est un immense musée avec tour du monde de la planète animale, aquarium et vivarium inclus. Mais il y a également tout un étage sur la géologie, les sciences physiques ou naturelles. De quoi y passer des heures avec Luna et Ivan qui sont complètement survoltés. Enrichi grâce au commerce du sel, Salzbourg se déploie sur les deux rives de la Salzach, dominée rive gauche par l'imposante carcasse d'une forteresse millénaire. Son centre-ville est un véritable musée à ciel ouvert, balisé par les dômes et les clochers des églises. C'est sans doute l'une des cités les plus baroques d'Europe. Baroque pour son architecture, ses fontaines et ses statues. Pour son formidable alignement d'enseignes de magasins en fer forgé dans ses rues commerçantes, pour ses cafés du 19e siècle qui n'ont pas bougé d'un pouce, pour les négoces de décoration de Noël et les fameux œufs de Pâques décorés, et surtout pour ses habitants, parfois excentriques, qui défilent dans les costumes traditionnels, les Dirndl, véritable mouvement de mode qui déferle sur les Alpes. Et qui mieux que Mozart, son fils le plus illustre, pour la représenter. Il y a des villes qu'on adore dès les premiers pas, Salzbourg en fait partie. Nous grimpons en funiculaire à la citadelle. De là-haut, la vue sur les toits de la ville est merveilleuse.
Les lumières du soleil couchant embrasent littéralement la forteresse. Nous sommes en plein festival de Mozart, et les gens ont mis leurs plus beaux costumes pour aller voir l'un des nombreux concerts qui se déroulent dans la ville. On ne pouvait pas rêver meilleure atmosphère pour notre dernière soirée austro-allemande. Le temps est radieux ce matin, pas de nuages à l'horizon, des températures enfin estivales. Mais il est l'heure pour nous de quitter les Alpes. Direction Venise et sa lagune. Nous trouvons un emplacement dans le camping le plus proche de Venise, à Mestre. Après avoir passé tranquillement l'après-midi au camping, nous décidons de visiter Venise by night. Nous descendons le Canale Grande sur le traghetto, mais nous n'arrivons pas à en profiter. Il est tard, nous n'avons pas mangé et Ivan est blanc comme un linge. Nous reprenons des forces en avalant des focaccette autour de la place Saint-Marc. Enfin revigorés, nous pouvons profiter de la magie de Venise le soir. Luna, très émue, en a les larmes aux yeux. Mais notre plan était vraiment trop ambitieux. Nous loupons le dernier bus et sommes obligés de rentrer au camping en taxi. Venise et ses monuments, Piazza San Marco, Palais des Doges, Campanile. Venise et ses sestieri, Canareggio, San Marco, Santa Croce, Castello, Dorsoduro, San Polo. Venise et ses campi. Venise et ses canaux, dont le plus important d'entre eux, l'autoroute de la ville, le Canale Grande. Venise et ses ponts, le Rialto, le pont des Soupirs. Venise et ses îles, la Giudecca, Murano, Burano, Torcello, le Lido. Venise et ses palazzi, comme la Cadoro, la bien nommée. Venise et ses vaporetti, ses gondoles et ses traghetti. Venise, dont la simple évocation de ces noms, fait déjà voyager. Il n'y a pas de meilleur moyen pour visiter la ville que de s'y perdre. Bien sûr, le lacis des ruelles et des canaux forme un labyrinthe parfois inextricable. Mais nos pas s'arrêtent toujours là où la lagune commence. Il n'y a pas de meilleur moyen que de se perdre pour s'égarer du flot incessant des touristes, pour tenter d'oublier que nous le sommes aussi. Nous entrons dans Venise par le quartier du Ghetto. C'est de là que ce nom aux tragiques résonances tire son universalité. Au départ, il ne s'agissait que du quartier des fonderies, ghetto en vénitien, où ont été confinés les juifs. Le quartier, loin de rejeter ce passé, le met au contraire en valeur. Un peu plus au nord, une Venise insoupçonnée dévoile ses quartiers encore populaires. Les derniers bâtiments se heurtent à la lagune avec ses bateaux amarrés de travailleurs de l'eau. Le parc de la Villa Grodja est un petit havre de paix. Le silence se faufile dans le linge pendu aux fenêtres d'où s'échappent quelques murmures de la vie quotidienne. Nous longeons les Fondamente Nove, où avant d'embarquer pour Murano, nous grignotons un pique-nique improvisé devant l'hôpital et face à l'île cimetière San Michele. C'est pratique, il n'y a qu'à traverser. Murano, la cité du verre, le cauchemar des parents. Les loulous passent de magasin en magasin, comparent les prix des mini-objets souvenirs qui déclinent une gamme infinie de représentations. Nous pouvons voir quelques souffleurs de verre à l'œuvre, mais le métier semble en grand danger. On ne compte plus les artisans mettant en garde contre les objets importés de Chine. Murano, c'est aussi une Venise en miniature, avec ses palais, ses ponts et ses canaux. Et puis il y a aussi la basilique Santa Maria e Donato, chef-d'œuvre de l'art vénéto-byzantin. Son pavement en mosaïque est exceptionnel. Une vraie merveille. Direction la Piazza San Marco en vaporetto. Il longe toute la partie orientale de la cité, passe devant l'arsenal, contourne la pointe de Sant'Elena, poursuit devant les jardins publics et ses pins parasols, et s'engage dans le Canale Grande devant le regard impassible des palais. Évitant les gondoles, il nous laisse à l'arrêt San Zaccaria, à 2 pas du pont des Soupirs, toujours autant photographié. La queue pour le campanile s'étant réduite,
Nous montons au sommet entre chiens et loups. Voir Venise vue d'en haut est toujours un spectacle fascinant, surtout quand la ville s'habille de lumière. Devant la beauté d'un tel tableau, c'est un coup à se réconcilier avec une humanité capable de bâtir un tel chef-d'œuvre. Après avoir grignoté quelques cicchetti, des tapas version lagune dans le quartier de San Polo, nous remontons la ville jusqu'au Piazzale Roma pour une balade nocturne. Les enfants sont quand même vraiment costauds. La journée a été longue et nous avons énormément marché, mais pas le moindre petit signe de ras-le-bol. Venise et sa magie, sans doute. Ivan décide de se lever aux aurores avec moi. Comme deux Vénitiens, nous déjeunons à la gare, cappuccio jus d'orange cornetto. Les filles nous rejoindront plus tard. Nous parcourons le Canale Grande jusqu'au Rialto. Les bateaux de livraison commencent leur balai. Le marché se met en place, la ville s'anime. Nous marchons un peu au hasard dans le Sestieres de San Polo, jonglant de campi en campi, de ruelle en impasse, escaladant des petits ponts solitaires, découvrant des églises cachées. Nous atteignons au gré du hasard le Dorso Duro, au pied de la grande coupole baroque de la basilique di Santa Maria della Salute. Et enfin, la légendaire Punta della Dogana, porte d'entrée du Canale Grande. Nous nous traversons sur le traghetto, ces gondoles qui servent de pont. Une bonne manière de se photographier sur la barque emblématique de Venise, à moindre frais, 2 € la course. Les filles arrivent trop tard pour que l'on puisse visiter la cathédrale San Marco. La queue s'allonge déjà jusqu'à la lagune quand on se retrouve. Nous faisons le parcours inverse, pour permettre à Luna de faire elle aussi son tour de gondole. Au Zattere, nous montons sur le Vaporetto pour traverser la lagune, direction le Lido. Voilà un côté de Venise que je ne connaissais pas, la Venise balnéaire. Piquer une tête dans la mer après une balade urbaine, c'est ma foi plutôt agréable. Retour sur le bateau pour un voyage dans les eaux laiteuses de la lagune. Les îles défilent, de plus en plus sauvages. Bientôt ce ne sont plus que des bouts de terre, frêles radeaux, où seuls semblent se poser les oiseaux à l'abri des roseaux. Nous débarquons dans cette petite île où les maisonnettes colorées semblent le décor d'une scène de théâtre de plein air. C'est Burano. La foule est dense, mais comment ne pas succomber à ce lieu? C'est tout simplement impossible. De nouveau dans la ville, nous nous attablons sur la terrasse d'un petit restaurant. Voilà, notre voyage touche à sa fin. Et pour terminer en beauté, les enfants refusent de prendre le bateau. Nous remontons tout Venise à pied. Longeons les devantures cossues de la Strada Nova, les palais aux fenêtres orientales, découvrant encore ça et là des façades d'églises tout en marbre blanc. Nous arrêtons quelques secondes au-dessus d'un canal où un gondolier transporte un couple d'amoureux. Venise étale tous ses clichés, et dans son apparat, cette grande dame semble éternelle. Demain, nous filerons sur Bedogne, retrouver toute la famille. Strong as I'd like to be. All my days
try.